Ce jour-là, j'ai ri au téléphone quand on m'a dit que mon père allait mourir. Ben, pas littéralement mourir aujourd'hui, mais tranquillement, mourir à petit feu, tout doucement, devant mes yeux. La dame de la résidence m'appelle pour me dire, ben, votre père a traversé la rue, les quatre voies, sans regarder. Il y avait des voitures. Puis moi, ben voyons donc, c'est impossible. Madame, j'ai éclaté de rire. Un vrai fou rire, voyons, madame, c'est impossible. Puis, tu sais, mon père, l'ancien professeur qui m'aidait dans mes devoirs, qui corrigeait mes erreurs, c'est aussi la personne qui récitait du Molière à la table pour nous convaincre de bien nous comporter. Alors, cet homme-là, ça se pouvait pas. C'était vraiment impossible de penser ça. Ridicule, la dame, elle devait se tromper, c'est certain. Puis je me suis rendu compte qu'elle se trompait pas vraiment. Ce jour-là, j'ai découvert que mon cerveau était capable de me jouer des tours d'un mensonge extraordinaire, un mensonge tellement parfait qu'on a cru ça pendant des mois, parce que c'est trop dur à admettre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce mensonge qu'on appelle le déni. Alors, c'est le premier symptôme du deuil blanc. C'est quoi le deuil blanc? Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être que vous vivez déjà cette situation sans savoir que ça porte ce nom-là. Alors, le deuil blanc, c'est perdre quelqu'un qui est encore vivant. Alors, c'est quand votre proche qui est atteint d'Alzheimer ou de démence, il change devant vous, devant vos yeux et tout en gardant son corps. Son corps est encore là, mais ses comportements, ses mots changent tout doucement. Puis c'est l'une des formes de deuil qui est le plus difficile et le plus compliqué à vivre. Pourquoi c'est difficile à vivre? Parce qu'il n'y a pas de fin claire au deuil. Alors, quand quelqu'un décède habituellement, aussi douloureux que ce soit, il y a toujours un moment précis. Alors, un certificat de décès, des funérailles, des rituels qui aident notre cerveau à comprendre qu'est-ce qui se passe, que cette personne est partie pour toujours. Mais dans le deuil blanc, la différence, c'est que votre proche, moi, mon père, il était encore là devant moi. Il respire, il mange, il existe physiquement. Mais l'homme qui vous a appris à faire du vélo, celui qui vous racontait des histoires avant de dormir, celui qui connaissait toutes les capitales du monde entier, ben, il disparaît petit à petit, morceau par morceau, graduellement, puis sans avertissement. Puis ça va, ça vient. Il y a des bouts que c'est bien, il y a des bouts que ça va moins bien. C'est comme si on vous enlevait la personne que vous aimez une cuillère à la fois sur des années. Alors, il faut comprendre que c'est ça qui est très difficile à vivre et il faut se donner le temps pour s'adapter à la situation, à ce deuil qui est vraiment compliqué. Puis pourquoi c'est difficile aussi? Parce qu'il y a toujours une ambiguïté qui est constante. Votre proche est là, mais il n'est pas là. Il vous reconnaît, puis vous avez l'impression qu'il n'est pas vraiment qu'il vous reconnaît. Votre cerveau n'arrive pas à classer ça. Il est-tu vivant? Il est-tu mort? Il est présent? Il est absent? Puis cette ambiguïté-là vous maintient dans un état de stress permanent parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est comme toujours des micro-deuils à répétition. Chaque perte vous ramène au début, comme si vous n'aviez pas le temps de guérir, qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Quand quelqu'un décède, les gens comprennent, les gens y envoient des fleurs, ils disent « prends ton temps ». Mais quand votre parent a l'Alzheimer, des troubles cognitifs, c'est vraiment pas ça qui se passe du tout. Et c'est un sujet tabou, je vous le cacherai pas. Parce que juste en parler, c'est comme admettre que la personne disparaît ou c'est ça qui est difficile. Les gens vous disent au moins il est encore là, il a l'air en forme. Ou mon préféré, ma grand-mère, ou si elle oublie des choses. Alors, c'est pas pareil qu'un deuil normal. Le deuil blanc est vraiment différent. C'est un deuil qui est invisible, qui est non reconnu,
Puis c'est ça qui rend tout le monde mal à l'aise, puis c'est ça qui est comme plus compliqué puis plus difficile. Écoutez, si vous vous reconnaissez dans cette histoire que vous êtes en train de vivre, ce moment pas facile, je veux que vous sachiez que on est plusieurs à traverser ça, que vous n'êtes pas seul dans la situation. Parce que le déni, c'est puissant. Ça nous isole, puis souvent, on a juste besoin de parler à quelqu'un qui comprend vraiment, une personne qui est déjà passée par là. Si vous sentez que vous êtes à bout, que vous ne savez plus par où commencer, j'offre des appels de soutien, sans jugement, juste pas de solution miracle, juste un espace pour vous déposer. Alors, le lien est ici juste en dessous de la vidéo. Si on revient sur mon déni de championne, alors mon déni de niveau olympique, alors après l'appel de la dame de la résidence, pendant des semaines, j'ai trouvé toutes sortes d'excuses. Des excuses, je vous le cacherai pas, notre cerveau il est très créatif. Alors, parce que c'est trop difficile, alors il essaie d'inventer toutes sortes d'excuses pour pas voir la réalité en face, si vous voulez. Mais c'est normal. Alors, des excuses comme, ben, mon père, il devait être perdu dans ses pensées. Les profs, on sait bien, c'est des gens qui sont lunatiques, hein, qui sont toujours ailleurs. Ou, ben, sa vue baisse, hein, c'est normal. Il a probablement pas vu les voitures. Puis un autre, ben, il était pressé, il a sûrement un rendez-vous important. Alors, c'est ça qui est fascinant avec le déni, c'est que notre cerveau devient incroyablement créatif pour éviter de voir la vérité en face, tout ce qui se passe. Alors, le déni, c'est la première étape du deuil. Et dans le deuil blanc, ça peut durer très longtemps parce que les pertes se font tout doucement. C'est comme si votre cerveau vous disait, ben c'est pas grave, mais là, t'es pas prête. Alors, on va faire semblant encore un peu. Puis le déni, ben c'est pas une faiblesse, hein? C'est vraiment comme ça que notre système est fait dans les étapes du deuil pour s'adapter tout doucement à une réalité qui est pas facile à accepter. Tôt ou tard, la réalité, elle nous rattrape. Puis ça s'est passé pour moi un mardi après-midi. Alors, c'est une journée qui était bien ordinaire, il faisait beau, mon père était de bonne humeur. Il me racontait une histoire avec son travail, son ancien travail. Ben, il me racontait, ça faisait la troisième fois qu'il me racontait la même histoire dans la semaine. Puis là, on sort de la clinique, puis on marche vers le stationnement ensemble. Puis là, mon père, il se met sans me prévenir, il part, puis il s'en va traverser la rue sans ralentir, sans regarder. Alors, moi, toute figée, puis là, l'autre voiture qui arrête, qui freine, là, le conducteur qui klaxonne, puis mon père, il était pas stressé avec ça, là. C'est comme s'il était plus conscient, finalement, de ce qui se passait, mais c'est là que je vous dirais que j'ai vu sous mes yeux qu'est-ce que la dame de la résidence m'avait appelé pour me parler. Et là, j'ai eu un choc là, de vraiment comprendre que ce qu'elle disait, c'était pas des mensonges, c'était elle qui avait raison. Alors, en le voyant concrètement, moi, ça m'a donné un choc, mais ça m'a vraiment attristé aussi hein, de voir qu'on était rendu là. Même si je le savais, mais là, de le voir sous mes yeux comme ça, c'était vraiment comme un choc incroyable. Après cette situation, j'ai vu que ce que mon cerveau voyait était pas pareil que ce que je me disais parce qu'en dedans, ça disait ben non, ça se peut pas lui, c'est mon père, tu sais, il a toujours pris soin de moi, alors ça se peut pas. J'ai réalisé que la situation A, que je me disais que papa tout va bien, c'est normal, il est encore autonome, il a des petites pertes de mémoire, mais c'est pas grave, c'est normal avec l'âge. Et la situation B, celle que je refusais de voir, que mon père, il voyait plus le danger, qu'il avait besoin de plus de surveillance, que là, c'était pour sa sécurité à lui, c'était vraiment important d'adapter la situation. Puis là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que cette réalité-là, que mon père était moins autonome, alors c'était la réalité, c'était la vraie réalité. Puis que la responsable de la résidence, elle n'exagérait pas du tout. Que mon père, qui traversait pas sans regarder
C'est pas parce qu'il était distrait, là, c'est parce que où qu'il était rendu, c'est que la notion de danger s'était effacée de son cerveau. Et si mon père ne voyait plus le danger, où était passé mon père qui m'avait enseigné la prudence? Comment allais-je le protéger si lui n'était plus capable de se protéger? C'est très difficile à admettre. Quand c'est arrivé, j'ai traversé, j'étais allée le rejoindre, puis on en a parlé un peu, mais je me suis pas attardée trop parce que j'ai dit, ah, les gens sont tellement pressés, puis il se souvenait plus tellement de ce qui s'était passé parce que dans sa tête, il ne comprenait pas là, la notion de danger, si vous voulez. Dans sa tête, tout était normal, et c'est ça le deuil blanc. C'est quand vous réalisez que la personne que vous aimez a vit dans une réalité qui est différente de la vôtre. Pendant le retour à la maison avec mon père, j'ai souri puis j'ai fait semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, je ne vous cacherai pas que je venais de vivre ma première fissure dans le monde du déni, que c'était très difficile à admettre. Et pourquoi je m'accrochais au déni? Parce que même après avoir vu traverser mon père, une partie de moi cherchait encore des excuses. C'est incroyable. Même si j'avais vu de mes yeux qu'est-ce qui se passait, je ne pouvais pas admettre que mon père, qui voyait plus le danger. Parce que c'était admettre des choses terrifiantes pour moi. Ce qui était difficile, c'était d'admettre que je ne pouvais plus le protéger avec mes mots, que la personne qui m'avait protégée toute sa vie, parce que j'étais sa fille, il n'était plus capable de faire ça parce qu'il était même plus capable de le faire pour lui. Papa, il fait attention à sa santé, mais là, lui dire regarde avant de traverser, c'était plutôt le parent qui dit ça à son enfant. Là, je voyais bien que les rôles étaient inversés. C'est ça qui était difficile dans la situation que je vivais avec lui. Mon père, c'était plus celui qui avait les réponses, c'était plus celui vers qui je me tournais pour des conseils. J'étais en train de perdre mon père, pas physiquement, mais symboliquement. Puis j'étais absolument pas prête à devenir le parent de mon parent. C'est pas normal. Aussi, la maladie était réelle et permanente. Tant que je restais dans le déni, je pouvais garder l'espoir que c'était vraiment juste temporaire, mais accepter puis voir qu'il ne voyait plus le danger, c'était vraiment accepter qu'il y avait une maladie et que ça ne reviendrait jamais comme avant. C'était pas juste des petits oublis temporaires, c'était pas juste la vieillesse, c'était progressif puis surtout irréversible. Puis ça, mon cerveau, il pouvait pas le télécharger, ou du moins pas encore. Puis j'allais devoir prendre des décisions difficiles. Si papa pouvait plus voir le danger, il pouvait plus rester seul, il pouvait plus conduire, il pouvait plus vivre de façon autonome. Puis qui devait prendre ces décisions-là, ben c'est moi, c'est ma sœur, qu'on devrait y enlever ses clés. Puis je vous cacherai pas, il n'y a pas personne qui veut avoir à faire ça, pas avec son propre parent. Alors on reste dans le déni parce que le déni, aussi inconfortable que c'est moins douloureux que d'accepter toutes les vérités d'un seul coup. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire que je viens de raconter, que j'ai vécue avec mon père, je veux que vous sachiez que le déni, c'est pas une faiblesse, c'est juste de la survie. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas irresponsable, vous n'êtes pas un mauvais enfant si vous vivez ça. Vous êtes juste un humain qui essaye de s'adapter, à gérer la situation, les situations qui sont plus difficiles avec votre proche parce qu'il y a des changements de comportement qui existent. Votre cerveau, il vous protège le temps que vous développiez des ressources pour vous adapter à la situation. Puis c'est correct d'avoir besoin de temps, de prendre le temps de s'adapter. Ce que j'aurais aimé ce jour-là qu'on me dise sur le trottoir quand j'étais avec mon père, c'est que
la relation allait être différente. Et il y avait une autre façon d'être en lien avec lui, même si il se transformait tout doucement, puis même si la relation se transformait tout doucement. C'est sûr que je devais accepter aussi que la relation, elle serait plus jamais comme elle était comme avant. Puis qu'il y avait une autre façon d'accompagner mon père dans ce qui est vraiment aujourd'hui, maintenant, plutôt que de me battre toujours pour le ramener dans ma réalité, parce que je pense que c'est lui qui n'est pas correct. Parce que lui, dans le fond, mon père, il a un bug informatique. Ça ne sert à rien de le ramener dans ma réalité. Il n'est plus dans cette réalité-là. Il ne comprend pas. Alors, c'est à moi de faire le chemin tout doucement pour aller le rejoindre dans la sienne, puis développer mes capacités pour l'accompagner avec douceur, avec humanité. Il y a plein d'outils qui sont accessibles pour nous. En développant nos compétences et nos connaissances de la maladie, on va réussir à accepter plus facilement la maladie, plus facilement la nouvelle réalité, puis on va être capable, ça va nous permettre de vivre des moments de connexion qui sont si précieux avec notre proche. Parce que je ne vous le cacherai pas, quand on a l'impression de perdre notre proche ou la personne qu'on aime vraiment, c'est difficile à vivre et on ne sait plus comment faire. Puis l'acceptation, c'est ça qui va nous permettre de vivre des moments de connexion authentiques avec notre proche ou avec la personne qu'on aime. Je veux vous dire que si vous vous sentez épuisé, confus, impuissant dans la situation, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. On est une communauté qui vit ça avec des proches aidants. Et je vous offre un appel de soutien juste dans le lien ici en bas de la vidéo pour vous aider à vous déposer et à mieux comprendre ce qui se passe pour mieux accompagner votre proche dans votre quotidien. Pour moi, ça m'a pris encore quelques mois avant d'accepter vraiment qu'est-ce qui se passait. Il y a eu d'autres moments, d'autres fissures. Il y a eu des moments de colère. J'étais tellement fâchée, j'étais tellement en colère. Il y a eu du marchandage. Si on essaie ce supplément, si on fait des exercices pour la mémoire, ça, c'est une autre étape aussi. Il y a eu beaucoup de tristesse avec ce moment là, que j'ai vécu devant la clinique. Ça, c'était la première fissure dans le déni, dans la fissure dans mon armure, si vous voulez. Puis parfois, on a besoin pour commencer d'une première fissure. Ça y va par étapes. C'est ça les étapes du deuil. Parce qu'une fissure, la fissure, elle laisse entrer la lumière. Puis avec la lumière, il y a plus de clarté. On comprend mieux qu'est-ce qui se passe. En conclusion, aujourd'hui, ben voilà, c'est l'histoire du jour où mon père a traversé la rue les yeux fermés, où moi j'ai commencé tout doucement à ouvrir mes yeux à moi, à ouvrir les miens. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du sujet le plus tabou de ma vie, un mot en 5 syllabes. Je ne sais pas si vous devinez lequel. Si vous vivez quelque chose de similaire en ce moment, je veux que vous sachiez que nous sommes vraiment une communauté, que vous n'êtes pas seul. Puis si vous ressentez de la confusion, de la culpabilité, de la tristesse, le déni, c'est exactement ça, ce que des milliers de gens, d'aidants ressentent chaque jour. Je vous invite à faire ce chemin ensemble si vous êtes d'accord. Alors abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo ici pour aider le plus de proches aidants possible. Si ça résonne, si mon histoire résonne avec vous. Et surtout, prenez soin de vous, c'est vraiment important pour être capable d'accompagner votre proche dans la durée, parce que je ne vous le cacherai pas que ça peut durer plusieurs années. Alors, prenez soin de vous et de tout cœur avec vous également. On se revoit bientôt.